Et l'info du jour pour commencer dans cette semaine dédiée à l'Ukraine. Nous avons souhaité aujourd'hui donner la parole aux Ukrainiens, entendre ceux qui n'ont pas été conviés à la table des discussions russo-américaines. Hier à Riyad, vous l'avez suivi, Washington et Moscou ont relancé leur relation après 3 ans de mise à l'arrêt. Et l'idée qui se dessine désormais, ce sont des pourparlers de paix menés au pas de charge, sans les Ukrainiens, sans les Européens autour de cette table. Quel regard portent aujourd'hui les civils confrontés à la guerre depuis bientôt 3 ans? Comment appréhendent-ils ce cessez-le-feu souhaité par la Maison-Blanche au plus vite, au prix de conditions imposées par les Russes? Quel regard porte-t-il aussi sur leur président, Volodymyr Zelensky, qui vient de s'illustrer ce matin dans une prise de parole ferme et déterminée? Quelle paix possible enfin dans ces conditions? On va poser toutes ces questions à notre invité du jour, c'est Inna Shevchenko. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invitée du jour. Vous êtes militante féministe ukrainienne, bien connue ici en France pour vos prises de position. Et vous êtes aussi l'autrice d'un livre qui sortira demain, Une lettre de l'Est, voix plurielle des femmes ukrainiennes. Cette sortie donc prévue aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. Vous vous êtes concentrée dans cet ouvrage, et on va revenir dans quelques instants sur le ressenti des Ukrainiennes dans la guerre. Mais avant cela, j'aimerais entendre votre ressenti à vous. Je disais, vous êtes ukrainienne, vous êtes franco-ukrainienne, vous avez reçu la nationalité française juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur ces derniers développements? Ça va extrêmement vite. Il y a ce rapprochement qu'on a beaucoup abordé à l'antenne entre les Russes, les Américains, et puis ces prises de parole tous azimuts ces derniers jours. Peut-être je vais commencer par vous décrire la nuit dernière en Ukraine, notamment à Odessa où se trouvent mes parents. Les bombes russes pleuvaient sur les bâtiments. Et en même temps, les Ukrainiens ont entendu de Washington les déclarations de Donald Trump accusant les Ukrainiens, l'Ukraine, d'avoir commencé la guerre. Il faut probablement faire à nouveau clair que la Russie a envahi l'Ukraine, et non pas en 2022, mais en 2014. Et depuis ce moment-là, on a laissé Vladimir Poutine et la Russie se renforcer, tester toutes les lignes rouges de l'Occident qui, en effet, n'existent pas pour la Russie de Vladimir Poutine, et recommencer en 2022 avec l'invasion de grande échelle. Et depuis 3 ans, les Ukrainiens sont massacrés au milieu de l'Europe. Et donc aujourd'hui, on arrive à un moment incroyable où, en effet, les États-Unis se désengagent de leur solidarité et leur mission dans la défense du monde libre. On a l'impression que les États-Unis, avec Donald Trump comme président, se rapprochent beaucoup plus avec la Russie qu'avec l'Europe. En tout cas, Donald Trump répète beaucoup la propagande russe, blâme l'Ukraine pour la guerre russe. Donc aujourd'hui, bien sûr, on comprend que autour de la table, hier, il n'y avait pas d'Ukraine, il n'y avait pas des Européens. Donc, si vous n'êtes pas autour de la table, c'est probablement que vous êtes au milieu. Donc, l'Ukraine est aujourd'hui dans cette position d'être vue comme une monnaie d'échange dans ce deal prévu par Donald Trump. C'est une pure... Donald Trump ne cherche pas, évidemment, une solution politique pour la guerre russe en Ukraine. Il cherche une transaction avec la Russie. Et donc, pour les Ukrainiens, évidemment, on le voit comme les États-Unis essaient de forcer les Ukrainiens à la capitulation. Quand vous dites, quand on n'est pas autour de la table, on est au menu, vous voulez dire par là, on est finalement dans l'assiette, on est en train de se faire partager en morceaux comme ça, au plus offrant. C'est le sentiment que vous avez aujourd'hui ? Écoutez, hier, on a vu une mise en scène incroyable. Il y avait un régime autoritaire, le régime autoritaire russe, avec le team de Donald Trump, se réunir dans une autre dictature en Arabie Saoudite pour décider le sort de l'Ukraine, d'une nation attaquée depuis encore 2014 et à grande échelle depuis 2022, une nation européenne, souveraine, un État indépendant,
indépendant. Voilà, donc on voit que aujourd'hui il y a des forces qui essayent ils essaient de décider l'existence de l'Ukraine elle-même sans l'Ukraine, alors que l'Ukraine doit être le principal décideur dans ces négociations. L'Ukraine était absente, l'Europe était aussi absente, et je vais vous dire que aujourd'hui, par exemple, on voit comment Kremlin se félicite de leur succès d'hier. Sergueï Lavrov, effectivement, a applaudi ce matin le rapprochement et les derniers propos de Donald Trump. Vous les avez quelque peu évoqués. On va peut-être entendre le président américain, parce que ça vaut son pesant d'or, j'imagine, pour les Ukrainiens. Ça a valu à Volodymyr Zelensky d'une prise de parole extrêmement forte et ferme. On va y revenir aussi dans quelques instants. Donald Trump, donc, qui répondait aux questions de la presse après cet échange avec les Russes qui avait été donné à Riyad. Lui était depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Je vous propose d'écouter. Je pense avoir le pouvoir de mettre fin à cette guerre et je crois que c'est en bon chemin. Mais aujourd'hui, j'ai entendu « nous n'avons pas été invités ». Eh bien, vous auriez dû mettre un terme à la guerre il y a 3 ans. Vous n'auriez pas dû la déclencher, vous auriez dû conclure un accord. Vous auriez dû conclure un accord, vous n'auriez pas dû déclencher cette guerre. Je vois le sourire qui s'esquisse sur votre visage, un sourire jaune, j'imagine. Je pense qu'il est très facile, en effet, d'arrêter une guerre quand votre plan, c'est une capitulation. Une soumission totale à l'agresseur. Et nous sommes dans cette situation-là. C'est exactement le plan de Donald Trump, de la team de Donald Trump qui négocie avec la Russie, parce que, en effet, tout le monde le sait. La Russie ne négocie jamais en partenaire. La Russie fait du chantage, la Russie demande, la Russie impose. La Russie essaie aujourd'hui non seulement de détruire l'Ukraine, mais aussi de restaurer sa propre influence sur le continent européen. Et donc c'est pour cela que j'évoque à chaque fois que non seulement les Ukrainiens ne font pas partie de ces discussions, mais aussi les Européens, alors qu'on décide, on est en train de décider de l'avenir du continent. Et la Russie, évidemment, enfin, je comprends tout à fait que depuis l'Occident, on voit toutes les tentatives d'arrêter la guerre en Ukraine comme quelque chose... On le voit comme une bonne chose. Mais depuis Kiev, depuis Odessa, on comprend très bien que encore une fois, si Vladimir Poutine, si la Russie d'aujourd'hui pense qu'elle peut gagner la guerre, elle ne va pas l'arrêter. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Vous faites partie de ceux qui alertent, notamment dans les médias français et européens, qui alertent sur les intentions des Russes. Attention, les Russes ne s'arrêteront jamais là où ils stationnent aujourd'hui. Ça a été le cas auparavant. Vous avez quitté l'Ukraine, vous avez fui l'Ukraine en 2012. Vous dites aujourd'hui, s'il y a un cessez-le-feu qui est négocié, les Russes vont tenter d'aller plus loin. Ils ont une volonté d'aller plus loin en Europe. C'est ça que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Mais vous devez même pas m'écouter. Regardez ces dernières décennies, par exemple, ce qui s'est passé. À chaque fois qu'on a essayé de faire un deal avec Vladimir Poutine, on a offert tout ce qu'il voulait, il a recommencé. Donc l'agresseur arrêté à moitié revient à chaque fois avec une nouvelle attaque encore plus grande. Après, encore une fois, regardons même au-delà du cas de l'Ukraine. Les dernières 30 ans, la Russie a commencé au moins 7 invasions illégales. Dans toute impunité. Elle n'était jamais punie pour ses crimes. Donc, après, on se demande, pourquoi vous pensez aujourd'hui que les Russes vont signer un deal maintenant et dire allez, on va vivre en paix. Je comprends pas. J'ai jamais entendu un argument de quiconque qui m'explique pourquoi arrêterait-il une guerre qu'il pense encore gagner. Volodymyr Zelensky a pris la parole tout à l'heure, on va y revenir dans quelques instants. Il qualifie les mots de Vladimir Poutine, il le qualifie de menteur pathologique. Il y a d'ailleurs Sergueï Lavrov qui est en train de réagir. À l'instant, il salue les critiques de Trump contre Volodymyr Zelensky, qualifié à son tour de pathétique. Là, les noms d'oiseaux fusent dans tous les sens. On le disait, ça va extrêmement vite. On va peut-être écouter tout de suite, parce qu'on est dans la séquence un peu diplomatique et les dernières réactions. On va écouter Volodymyr Zelensky. C'était une prise de parole donc ce matin depuis Kiev, alors qu'il reçoit à domicile cet après-midi Keith Kellogg, c'est l'envoyé spécial américain pour l'Ukraine. Écoutez-le.
Puisque nous parlons de 4%, nous avons vu cette désinformation. Nous comprenons qu'elle vient de Russie, donc malheureusement le président Trump, pour qui nous avons un grand respect en tant que dirigeant du peuple américain, que nous respectons beaucoup, qui nous soutient constamment, vit malheureusement dans cet espace de désinformation. Je pense que les États-Unis aident Poutine à sortir d'années d'isolement imposées de manière tout à fait équitable après l'invasion totale. En ce qui concerne l'histoire selon laquelle 90% de l'aide occidentale à l'Ukraine provient des États-Unis, nous comprenons que la vérité est un petit peu différente, même si nous sommes certainement reconnaissants pour l'aide. Voilà, Volodymyr Zelensky, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, il était censé être à Riyad aujourd'hui. Il a finalement décidé de reporter cette visite afin de ne pas donner de légitimité à la réunion qui a été organisée hier. Évidemment, sans lui, on comprend. Il commence par rétablir une vérité. C'est notre rôle à nous aussi de faire du fact-checking. Donald Trump, hier soir, a dit, voilà, Volodymyr Zelensky, si un accord de cessez-le-feu était instauré en Ukraine, eh bien des élections présidentielles pourraient être organisées. Ça, c'est l'argumentaire favori de Moscou en ce moment, qui est de dire il n'est pas légitime, ce président ukrainien, votre président ukrainien, parce que depuis mai dernier, il aurait dû avoir une nouvelle élection. Ce n'est pas le cas parce qu'on est toujours en guerre. S'il y avait un cessez-le-feu demain, il pourrait y avoir une élection en Ukraine. Trump a dit sa cote de popularité aujourd'hui est réduite à néant, 4%. On a ces chiffres qu'on vient de voir de nouveau à l'instant. Ce sont les chiffres officiels d'un dernier sondage qui a été organisé début février par l'Institut international de sociologie de Kiev. Ce n'est même pas ce chiffre, c'est 57% le vrai chiffre. Il y a une erreur à l'écran. Volodymyr Zelensky, quel regard vous portez sur votre président qui a quand même du courage, qui s'est exprimé ce matin et dont on sent bien la volonté de ne pas abandonner son pays et se faire une place au milieu de tout ça? Mon point de vue personnel, c'est que Volodymyr Zelensky, je le considère comme quelque chose de le plus intéressant qui s'est passé dans la politique ukrainienne depuis l'indépendance de l'Ukraine. Je pense qu'un leader à ce niveau-là, je pense que le peuple ukrainien le mérite. Qui s'est révélé pendant la guerre, parce qu'il était beaucoup critiqué avant le début de l'invasion Non, mais il ne faut pas aussi se mentir, ou je ne vais pas vous mentir, qu'il est aussi critiqué assez souvent par les Ukrainiens. Mais dans le contexte de la guerre, je pense que la majorité des Ukrainiens, même ceux qui critiquent certaines décisions de Zelensky, ils comprennent qu'aujourd'hui, c'est le leader que l'Ukraine en guerre a besoin. On répète à chaque fois la phrase que j'entends assez souvent des Ukrainiens, que tous les autres politiques qui ont été dans l'histoire de l'Ukraine indépendante ne pourraient pas tenir assez longtemps et ne pourraient pas défendre les intérêts de la nation qui se bat pour ses survies. Donc, comme j'ai dit, Volodymyr Zelensky, il représente la nation en guerre dans toute sa dignité. Après, voilà, pour revenir sur ce chiffre de 4%, c'est intéressant il a dit 4%, non pas 3 ou 7 ou 16, mais 4%, parce que c'est le chiffre qui sort de la bouche des propagandistes du Kremlin. 4%. Donc, on se demande d'où... Pour vous, aujourd'hui, Donald Trump reprend la propagande russe. Mais évidemment, on se demande d'où il reçoit cette information. Voilà, donc c'est évidemment qu'on se demande quelles sources ils utilisent. Est-ce qu'ils écoutent que les Russes aujourd'hui ? Voilà, donc aujourd'hui, bien sûr, les Ukrainiens se posent beaucoup de questions, mais oui, évidemment, on comprend que finalement, probablement, nous sommes seuls pour se défendre. Mais voilà, je voudrais revenir sur les succès du Kremlin ces dernières 24 heures. Aujourd'hui, il se félicite du succès Il considère le meeting d'hier et le discours de Donald Trump comme le sortie de l'isolement international. Et en même temps, c'est un peu le cas, non ? Absolument, absolument. Poutine n'est plus impérial au moment où on se parle ? Mais je pense que ces dernières 24 heures nous ont montré qu'en effet, c'est possible d'inviter Poutine autour de la table alors qu'il massacre en ce même moment les civils au milieu de l'Europe.
Volodymyr Zelensky lui-même a quelque peu évolué dans le discours. Avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il refusait catégoriquement tout échange et toute négociation avec Vladimir Poutine. On l'a vu depuis le début du mois de février, il a tendu les mains. Il a dit bon, pourquoi pas, si j'y suis obligé, si c'est la dernière option, je parlerai avec lui. Il a même parlé au Guardian. On se souvient de cet article qui avait été beaucoup commenté, c'était il y a quelques semaines. Il a même parlé d'échanges possibles de territoire avec les Russes. Comment vous avez réagi, vous ? Volodymyr Zelensky est aussi réaliste, comme tous les Ukrainiens aussi. Et ce qui est intéressant, je pense que dans cette question, il y a peut-être une sorte de... vous êtes surpris que les Ukrainiens sont intéressés par la fin de guerre. Mais non, les Ukrainiens sont les premières à vouloir la fin de cette guerre. Mais pas à n'importe quel prix. On entend sur la ligne de fond des hommes et des femmes qui ont renoncé à leur vie de famille, à leur quotidien, à leur vie d'avant pour justement ne pas laisser ce territoire être grignoté par les Russes. On les entend dire aujourd'hui, oui, bien sûr, la paix, on la veut, mais pas à n'importe quel prix. Absolument, mais c'est aussi la position de Volodymyr Zelensky. Il a dit qu'il est prêt à discuter, même peut-être... échange. Il a dit très clairement que l'Ukraine ne va jamais reconnaître l'occupation russe, mais il a dit aussi que l'Ukraine a besoin de sécurité, de garanties de sécurité vraies, réelles, tout le monde comprend que la paix en Ukraine est possible si on rend impossible une nouvelle attaque russe. Mais par qui ? Ça, c'est la question qui se pose, parce qu'on voit ce que ça donne côté européen. Il y a eu cette réunion lundi autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée, avec d'ailleurs des partenaires triés sur le volet. Les plus récalcitrants n'étaient pas conviés. Il va y avoir un deuxième rendez-vous cet après-midi à 16h, mais il y a encore des récalcitrants qui ne sont pas là. On pense forcément aux Hongrois, notamment. Les Polonais ont dit non, on n'enverra pas d'hommes. Les Allemands aussi, qui font partie du moteur de l'Europe. Pour l'instant, il y a les Britanniques, il y a ça fait très peu. Qui va assurer cette sécurité ? En effet, c'est un constat. Les États-Unis se désengagent de l'Europe. Je pense que les Européens ont bien compris ce que la présidence de Donald Trump signifie pour l'Europe. Mon point de vue, c'est que, en effet, l'Europe, elle est faite toujours dans les moments de crise. Et j'espère que le fait que Donald Trump a décidé de laisser l'Europe isolée ou seule, ce sera un moment, c'est exactement ce que l'Europe a besoin aujourd'hui, un wake-up call. Il n'est pas trop tard ? Il est trop tard, bien sûr, mais encore une fois, on parle aujourd'hui, ce n'est pas un débat futuriste, c'est une urgence. On parle aujourd'hui, si la Russie sort victorieuse, on parle d'une éventuelle attaque encore plus grande sur le continent européen. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine ou des frontières ukrainiennes, il s'agit de l'avenir, de la sécurité de l'Europe. Donc, aujourd'hui, les Européens doivent se préoccuper non seulement de comment soutenir les Ukrainiens, mais surtout comment se soutenir, comment se sauver d'une éventuelle attaque russe à grande échelle. Inna Shevchenko, on va peut-être aller écouter vos compatriotes, les Ukrainiens, qui sont évidemment toujours là-bas en Ukraine et qui réagissent vivement ces derniers jours. On a entendu il y a quelques instants l'indignation de Volodymyr Zelensky après la réunion d'hier à Riyad, après les propos aussi de Donald Trump, une indignation largement partagée par les Ukrainiens un peu partout dans le pays. C'est ce que nous raconte tout de suite en images Noémie Roche. Regardez. Malgré le calme apparent dans la capitale, ses habitants sont plongés dans la guerre depuis bientôt 3 ans. Comme leur président, ces Ukrainiens ne comprennent pas comment les États-Unis ont-ils pu engager un dialogue avec leur ennemi russe sans inclure leur pays. Inacceptable pour de nombreux habitants, même si certains comptent tout de même sur le président américain pour mettre fin au conflit. Non seulement l'Ukraine doit être présente, mais elle doit aussi dicter ses conditions, car le pays agresseur ne peut pas simplement se présenter et dicter ses conditions. Je crois que Trump est de notre côté et qu'il veut mettre fin à la guerre, mais cette guerre doit se terminer par notre victoire. Je pense que les choses ont commencé à avancer grâce à Trump. Bien qu'il s'agisse d'une personne très étrange, il suscite des sentiments très forts. Nous le respectons. Aujourd'hui, je pense que c'est lui qui peut négocier avec Poutine. Mais d'autres sont moins optimistes.
Trump est un rigolo. Il nous a promis la Lune, mais nous avons déjà vu ici les types qui faisaient des promesses. Moi, je suis originaire de Louhansk et je suis témoin de cette histoire depuis 11 ans. J'ai été en captivité et j'ai eu l'occasion de parler aux Russes. Je vous le dis, les négociations ne marcheront pas. Un sentiment partagé ici, au nord du pays, tout proche de la frontière avec la Russie, et où les habitants subissent régulièrement les attaques de Moscou. La paix ne sera possible que lorsque les Russes cesseront de nous bombarder. Il faut que cela vienne d'eux, car c'est eux qui ont déclenché cette horreur. Nous devons penser à la paix, mais nous résisterons jusqu'à ce que nous l'emportions. L'Europe semble prête à nous aider, il ne sert à rien de se rendre. L'Europe, autre horizon d'espoir des Ukrainiens. Elle aussi écartée des discussions américano-russes, l'Union européenne tente de reprendre la main. Une nouvelle réunion sur la guerre en Ukraine et la défense du vieux continent se tient à Paris ce mercredi. Voilà, on vient d'entendre beaucoup de choses là-dedans, au-delà des divisions, parce que forcément, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre l'intervention de Donald Trump au milieu de tout ça. On entend quoi comme mot? On entend la paix, on entend forcément la victoire aussi, on entend l'espoir. Comment est-ce qu'une paix sera possible demain avec tout ce qui vient d'être dit jusqu'ici, après ces 3 années de guerre aussi? La semaine prochaine, on marquera les 3 ans de l'invasion russe en Ukraine. Je pense que ce qu'on entend ici, c'est que, en effet, les Ukrainiens, ce sont les premiers qui veulent la paix, qui espèrent la paix. Certains croient que c'est Donald Trump qui est capable de le faire. Les autres comprennent que c'est que par la victoire ukrainienne que la paix est possible. Mais encore une fois, la paix est possible si la Russie arrête de se battre. Ce que vous ne croyez pas, vous, en revanche? Les Russes le disent eux-mêmes, que voilà, leurs ambitions vont au-delà même de Donbass ou des frontières ukrainiennes. Leurs ambitions est de changer l'ordre mondial où la force décide, où la force prime sur la loi. Et ils sont en train de le faire. En faisant cette alliance avec Donald Trump, on voit cette tendance, en effet. Donc, je répète encore une fois, pour l'Ukraine, la paix est possible que si la guerre russe est impossible, est faite impossible. Les Européens peuvent la rendre impossible, cette guerre, parce qu'on a annoncé aujourd'hui un nouveau train de sanctions. Les Européens qui restent malgré tout à la manœuvre et qui ont encore leur mot à dire jusque-là, comme les Ukrainiens. On dit beaucoup que les sanctions n'ont eu aucun effet sur l'économie russe. C'est pas tout à fait vrai. Ça commence à se concrétiser. On raconte aussi que si on maintenait ce même effort de guerre pendant encore 2 ou 3 ans, c'est toute l'économie russe qui s'effondrerait. Vous êtes tenté de dire quoi, vous? Peut-être encore un peu de patience et de résistance? Je ne pense pas que les sanctions qu'on a mises en place qu'il suffit seulement 2-3 ans, non. Je pense que beaucoup plus longtemps, parce que quand même, il y a beaucoup de sanctions qui ne sont pas appliquées. Encore une fois, la question... il y a beaucoup de pouvoir. L'Union européenne, l'Europe a beaucoup de pouvoir. Elle manque la volonté. C'est pas ce qu'on dit, en tout cas, ces derniers temps. Oui, on a tendance plutôt à minimiser l'impact des Européens. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord. L'Europe a toute la capacité de se défendre, de défendre l'Ukraine, de soutenir l'Ukraine, parce que l'Ukraine est en effet la première ligne, ou la dernière ligne, avant la prochaine attaque russe contre l'Europe, ou contre les pays de l'OTAN aussi. Donc l'Europe a toutes les capacités sans cette volonté politique, leadership politique. C'est ça ce qu'elle manque. Par exemple, aujourd'hui, voilà, les sanctions. Nous pouvons aller encore plus loin. Les avoirs russes gelés. On n'entend rien sur ces 300 milliards d'euros qui doivent être mis sur la table pour la défense de l'Ukraine, pour la défense de l'Europe. Sinon, on va... soit on finance notre propre sécurité par ces moyens, soit on va, encore une fois, attendre et subventionner une nouvelle attaque russe. Donc, l'histoire s'accélère, oui. Et la question est aujourd'hui, est-ce que l'Europe est capable de
devenir cette force stratégique ou est-ce que l'Europe va subir cette histoire? Inna Shevchenko, vous qui publiez donc ce livre à sortir demain sur le regard des femmes, vous êtes une femme de conviction, d'action aussi. Les femmes qui ont leur mot à dire plus que jamais aujourd'hui dans cette guerre, dans tout ça? J'ai décidé de... En effet, ce livre, ce n'est pas une analyse. J'ai pas voulu d'expliquer cette guerre, je voulais la faire ressentir pour une fois. Parce que je pense que quand on parle de la guerre dans les médias, on a l'impression que la guerre, c'est un concept abstrait. Donc je voulais faire passer les mots, les sentiments, la douleur, les histoires, mais aussi le silence des femmes ukrainiennes qui se battent, qui sont très actifs dans cet effort de sauver leur propre pays, leur propre identité. J'ai parlé avec quelques... il y avait à peu près 50 femmes qui m'ont témoigné leurs histoires. En commençant, en fait, j'ai commencé à recueillir ces témoignages sans le vouloir. D'abord, les mots de ma propre sœur, de ma propre mère à Kherson pendant l'occupation. Après, les femmes que j'ai connues dans d'autres villes en Ukraine. Après, j'ai décidé de chercher les femmes qui sont au front, les femmes qui sauvent les vies sur le front, les femmes qui ont vécu la captivité russe. Donc tous ces témoignages, j'ai essayé de les réunir en un seul monologue, un seul parole simple, directe, pour les Européens. Mais pour vous dire la vérité, j'ai pensé que ça va être une lettre pour mobiliser le soutien. Après, avec tous les développements, je vois qu'en effet, c'est une lettre d'avertissement pour les Européens. Tout ce qui se passe à l'Est aujourd'hui peut bien arriver ici. Merci beaucoup Inna Shevchenko d'avoir été notre invitée du jour. Vous faites le porte-voix donc de ces femmes dans cet ouvrage à paraître demain. Merci d'être passé par nos plateaux. Paris Direct se poursuit dans quelques instants après une courte pause. À tout de suite.